Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. François Hollande, en ce moment même, face aux autorités religieuses, cérémonie de vœux en pleine crispation sur le mariage gay. L'UMP collégiale, à défaut d'être conviviale, François Fillon et Jean-François Copé ont renoué le dialogue ce matin autour d'un organigramme partagé. Les particules fines privent les habitants des grandes villes de plusieurs mois d'espérance de vie. Une nouvelle étude tire la sonnette d'alarme à l'échelle de l'Europe d'ailleurs, mais nous découvrirons cette angoissante carte de France avec un invité à la fin de cette édition. Le ministre du Budget qui rejette en bloc et en détail, comme il l'a dit, les accusations de Mediapart fait l'objet depuis aujourd'hui d'une enquête préliminaire du parquet de Paris pour blanchiment de fraude fiscale. Il s'agit de vérifier s'il a possédé un compte en Suisse. Ce soir, Jérôme Cahuzac se dit satisfait de la démarche. Julie Hulin. Le ministre du Budget n'a cessé depuis un mois de démentir les accusations portées contre lui. L'affaire semble pourtant loin d'être terminée. Le parquet de Paris a annoncé cet après-midi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Objectif, vérifier si le ministre délégué au budget a détenu un compte en Suisse. Une accusation portée par le site Mediapart, s'appuyant en particulier sur une conversation enregistrée où un homme, présenté comme Jérôme Cahuzac, évoque son compte dans une banque suisse. L'ouverture de l'enquête devrait permettre au procureur de vérifier le contenu de l'enregistrement. Jérôme Cahuzac, qui a déjà déposé plainte pour diffamation envers un particulier, n'a pas tardé à réagir cet après-midi. Un communiqué dans lequel il salue l'ouverture d'une enquête qui permettra, selon lui, de démontrer sa complète innocence des accusations absurdes dont il fait l'objet. Le ministre du Budget donc dit qu'il espère bien être blanchi avec cette procédure. Pour Matignon, dans un communiqué publié il y a un instant, eh bien, cette enquête permettra d'établir la vérité que Jérôme Cahuzac réclame. L'UMP, Jean-François Copé et François Fillon se sont retrouvés à huis clos ce matin. Première rencontre en ce début d'année. Un entretien pour dessiner les nouveaux contours du mouvement après la signature de l'armistice en décembre dernier. Nathalie Guillouard. Tourner la page et la tourner vite. François Fillon et Jean-François Copé commencent cette nouvelle année comme ils l'ont fini, en renouant le dialogue. Après un accord conclu le 17 décembre, les deux hommes se rencontrent aujourd'hui pour bâtir une direction collégiale à leur mouvement. Seulement 45 minutes d'échange dans le bureau de François Fillon pour discuter des modalités de leur accord. Et du côté des copéistes, l'optimisme est là. Ça s'est passé dans vraiment une très bonne ambiance et la volonté de construire et de respecter l'accord qui a été signé en fin d'année dernière. Et donc ils se sont mis d'accord sur la manière de construire l'équipe dirigeante avec cette volonté d'équilibre entre les partisans de l'un et de l'autre. Du côté des fillonistes, on est moins catégorique, même si le député Jérôme Chartier fait bonne figure. Une volonté, celle d'aller vite. L'objectif, c'est quoi? C'est de finaliser l'équipe dirigeante et dans les quelques jours à venir, cette équipe sera finalisée. C'est en début de semaine prochaine que des noms devraient être annoncés. Même si les postes de direction sont déjà actés, restent des postes stratégiques qui devront être partagés entre copéistes, fillonistes, non alignés et représentants des différentes motions. Et c'est là que le bas pourrait blesser. La paix à l'UMP, oui, mais une paix où personne n'est encore prêt à baisser les armes. Une réforme de François Hollande qu'il commencera à appliquer à lui-même quand il quittera l'Élysée. La fin de l'arrivée au Conseil constitutionnel des anciens présidents comme membres de droit. Une orientation d'ailleurs plutôt saluée à droite et notamment par l'actuel président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Les réformes constitutionnelles ont été annoncées hier par le chef de l'État et elles seront votées et débattues d'abord dans les mois qui viennent. Jérôme Rabier. Pour ses premiers vœux de l'année hier, François Hollande a annoncé aux sages du Conseil constitutionnel qu'il ne serait jamais un des leurs. Il veut en effet mettre fin à la nomination d'office des anciens présidents au sein de l'instance, une mesure qui ne sera pas rétroactive et qui ne concernera donc pas les 3 anciens présidents de droite membres du Conseil. François Hollande souhaite également mettre fin à l'immunité du chef de l'État, consolider l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature qui nomme les magistrats, et supprimer la Cour de justice de la République qui est chargée de juger les affaires concernant les anciens ministres. Des annonces consensuelles et saluées par le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, pour la plupart issues du rapport Jospin et qui remplissent plusieurs de ses engagements de campagne.
Voilà une série de choses positives qui sont dans le rapport Jospin, qui sont reprises par le président de la République et que nous allons voter très prochainement. Et ce sont des réformes lourdes. Des réformes lourdes qui nécessitent une révision constitutionnelle et donc la réunion des deux parlements à Versailles pour approuver le projet. Le chef de l'État a en revanche rejeté l'idée de parrainage citoyen pour se présenter à la présidentielle, jugé trop contraignant à mettre en place. Pas un mot par contre sur le droit de vote des étrangers, dossier sur lequel la gauche n'a pour l'instant pas la majorité des 3/5 du Parlement nécessaire à son adoption. Après le Conseil constitutionnel hier soir, où il a fait d'ailleurs cette série d'annonces, les responsables des différentes religions, en ce moment même, François Hollande présente ses vœux devant une assemblée de responsables confessionnels, tous hostiles au projet de mariage pour tous. On annonçait un discours d'apaisement du chef de l'État. Il devait défendre la place du dialogue, certes, mais rappeler que c'est le législateur qui décide et non les manifestants. Dimanche, je vous le rappelle, les anti-mariages gays vont se réunir à Paris, alors que la mobilisation se déroule dans toute la France sur cette question et en vue de cette manifestation dominicale. Sur cette question du mariage gay, Marine Le Pen a jugé utile de préciser aujourd'hui que son mouvement n'était pas divisé, mais le Front National appelle, sans vraiment l'assumer, à manifester dimanche avec les opposants. Elle-même, Marine Le Pen, ne descendra pas dans la rue. Luc Châtel, invité de Preuve par 3 tout à l'heure, a réitéré sa position hostile au projet du gouvernement, mais il ne défilera pas non plus, à l'inverse de Jean-François Copé. Le nouveau vice-président délégué de l'UMP et ancien ministre de l'Éducation nationale défend par ailleurs les débats organisés par certains établissements catholiques. Nous l'écoutons. Aller dans le sens de ce que vient de faire le ministre de l'Éducation nationale. Demander aux recteurs de dénoncer, j'allais dire, les mauvais chefs d'établissement. C'est-à-dire ceux qui organiseraient des débats qui seraient contre l'avis du gouvernement. Alors d'un côté, on veut enseigner de manière précoce la philosophie, apprendre le débat à nos lycéens. Et de l'autre, on refuse un débat sur un sujet aussi important que l'avenir de la famille dans notre pays. Mais dans quel monde vivons-nous? Je pose la question. Voilà, Luc Châtel, donc invité de Preuve par 3, il prône par exemple une union civile pour faire pièce à ce projet de mariage gay défendu par le gouvernement et par le groupe socialiste. Une union civile, d'ailleurs un amendement de députés de l'UMP sera déposé ce soir même. Les invités du 19h, Bernard Stéphan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens, donc un regard chrétien mais très critique. Oui. Sur les positions de l'épiscopat, plus favorable au mariage pour tous, vous y êtes favorable? On y est favorable. Avec nous également Charles Henrobourou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la commission laïcité à l'Union des familles laïques. Et certains de ces familles ont leurs enfants dans les écoles privées, bien sûr. Ah oui, absolument, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous estimez que les directeurs de ces établissements, certains en tout cas, peuvent à bon droit organiser des débats sur cette question du mariage gay? Là, je vous ferai observer que l'Église, enfin pas l'Église, l'épiscopat fait un peu machine arrière, plus exactement le secrétariat général. Au départ, il s'agissait de toute initiative. Alors, toute initiative, je rappellerai simplement que la loi Debré, nous sommes contre la loi Debré, alors je suis très à l'aise pour le dire, la loi Debré fait obligation de respecter la liberté de conscience et oblige également les enseignants à un devoir absolu de réserve, exactement comme les enseignants du public. Donc, qu'est-ce que vous répondez à Luc Châtel qu'on vient d'entendre? Lui, il défend le contraire, toujours à partir des dispositifs pris à l'époque par Michel Debré. Eh bien, je suis désolé, le Conseil constitutionnel s'est prononcé là-dessus à propos de la loi Guermeur en 1977 et de nouveau en 1985 pour rappeler les principes que je viens de souligner. Donc ces deux principes étant violés, on pourrait imaginer que le gouvernement constate que l'enseignement catholique n'entend plus respecter les contrats qu'il a signés. En quelque sorte, il mord la main qui le nourrit. Bernard Stéphan, on parle d'une crispation autour de cette question du mariage gay. Est-ce que l'Église n'est pas dans la logique de ces prises de position en dénonçant ce projet? D'abord, l'Église catholique n'est pas unanime. L'épiscopat affirme par la voix de son président, Monseigneur 23, une position hostile au projet de loi, mais plusieurs sondages indiquent qu'entre 30 et 40% des catholiques pratiquants sont aujourd'hui favorables au mariage pour tous et au mariage pour les couples homosexuels. Donc il n'y a pas d'unanimité. Est-ce qu'il y a débat seulement, selon vous, dans l'Église? Et précisément,
nous penserons à Témoignage chrétien qu'il n'y a pas le début d'un débat. Il y a l'Église catholique, la hiérarchie catholique, réclame un débat public, mais elle n'organise pas un débat interne dans ses rangs. Et la première démarche, à notre sens, qui devrait être suivie, c'est d'abord de prendre le temps de vérifier la place des personnes homosexuels et des autres baptisés dans l'Église, dans les communautés chrétiennes. Et tous les témoignages concordent pour constater que beaucoup de personnes homosexuelles sont mises à l'écart, ne sont pas reconnues, n'ont pas droit à la parole dans plusieurs communautés chrétiennes. Mises à l'écart? Mises à l'écart, bien sûr, parce que il y a plein de personnes qui considèrent que ce sont encore, comme le disent malheureusement certains textes romains, que ce sont des actes contre nature, qu'il y a une expression désordonnée dans leur sexualité, etc. Donc il y a énormément de chemin. C'est aussi une réalité dans l'Église. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a un débat interne qui n'est pas mené dans l'Église, et au lieu de manifester son hostilité au projet de loi, l'épiscopat ferait bien, à mon sens, d'organiser ce débat interne et de vérifier si vraiment tout baptisé est accueilli comme tel dans les communautés chrétiennes. Et justement, le secrétaire général de l'Éducation nationale dit qu'il veut organiser des débats, lui, dans les établissements. Vous ne le prenez pas au pied de la lettre, messieurs? Alors, d'abord, je pense qu'il y a des lieux pour organiser des débats. Il y a les communautés chrétiennes, paroissiales, les différents mouvements, associations catholiques, etc. sont les lieux pour organiser ces débats. Je ne suis pas sûr que l'école soit le lieu privilégié pour organiser ces débats, et cela d'autant plus que de nombreuses personnes qui fréquentent l'Église catholique y viennent pour des raisons strictement qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est la question que je posais. Les sondages montrent que 15% simplement des personnes qui fréquentent l'école, les parents qui amènent leurs enfants à l'école catholique, le font pour des raisons religieuses. C'est la question que je posais à Charles Aramburu. Oui, je voudrais quand même dire que ce n'est pas un vrai débat. Il ne faut pas se leurrer. Il s'agit d'éclairer la liberté. Et quand on connaît le langage du magistère romain, y compris d'ailleurs dans les constitutions qui règlent l'enseignement supérieur, c'est assez effrayant parce que on vous dit par exemple que l'enseignement et la recherche sont libres, mais que la véritable liberté s'entend dans le cadre de l'enseignement magistral du Saint-Siège. Et c'est exactement ça. On va en quelque sorte faire passer la ligne du parti, pardonnez-moi, la ligne de l'épiscopat dans ces consciences dont souvent les familles, effectivement, n'ont pas vraiment la même position, et puis qui sont quelque peu jeunes. Et alors, je frémis en pensant, et ça le ministre de l'Éducation l'a rappelé, aux enfants de couples homosexuels ou aux adolescents qui sont eux-mêmes perturbés, qui s'interrogent sur leur identité de genre. Qu'est-ce que ça va faire si, comme on le pense, M. Delabarre aboutit à faire passer la ligne de l'épiscopat? C'est à ça que ça rime. Alors je ne suis pas ici là le porte-parole de l'épiscopat et non plus de l'enseignement catholique, mais on a beaucoup de mal à les faire venir sur ce plateau, à organiser ce débat, en tous les cas à entendre les arguments de vive voix avec nous. Mais ils défendent quand même la spécificité de leurs établissements, qui est reconnue. Je viens de vous rappeler que le Conseil constitutionnel, qui est d'ailleurs l'inventeur quasi miraculeux, il faut le dire, du principe du respect du caractère propre des établissements religieux sous contrat, a en même temps rappelé l'obligation de respect de la liberté de conscience des élèves et de réserve des enseignants. Par conséquent... Les programmes scolaires sont les mêmes, voilà. Le fonctionnement est identique, néanmoins... Il y a du catéchisme sur place, voilà, il y a, etc. Je voudrais préciser une chose concernant l'Église catholique, et notamment l'école catholique. Il y a débat également sur sa mission. Il y a des gens à l'intérieur de l'Église qui pensent que la mission des catholiques au sein de l'Église, au sein des écoles catholiques, c'est d'abord de faire un travail d'éducation. C'est ça le témoignage que peuvent rendre des chrétiens aujourd'hui dans la société. C'est pas de catéchiser, c'est pas forcément d'évangéliser au sens de faire des adeptes et de proposer une catéchèse. Il y a d'autres lieux pour proposer une catéchèse que l'école catholique. Et là, il y a débat parce que je crois que la position de M. Delabarre montre qu'il y a une volonté de la part d'une partie de l'épiscopat de reprendre la main sur l'école catholique et de lui donner une mission entre guillemets évangélisatrice
vu dans le sens d'une catéchèse qui serait proposée. Qui avait été perdu un peu de vue ces dernières années. Il y avait des chrétiens qui assumaient très bien, dans l'école catholique, d'être au service de l'éducation des élèves. Et ils pensaient que c'était là leur témoignage chrétien. C'était d'être à l'écoute, notamment des plus fragiles, des plus en difficulté, de leur donner une chance, de montrer, de témoigner que chaque élève a une possibilité de réussite. Alors il y a un sondage IFOP dans Le Pèlerin cette semaine qui montre que 60% des Français sont favorables au mariage pour tous. Et pourtant, il y a cette mobilisation très forte, dit-on aujourd'hui, partout en France, en vue de cette manifestation de dimanche à Paris. Est-ce qu'elle est de nature à peser sur le chef de l'État, selon vous? Est-ce que vous pensez que cette manifestation, les organisateurs manifestement se donnent tous les moyens, sera un succès? Bon, j'espère qu'elle ne pèsera pas sur le chef de l'État. Le droit de manifester, c'est un droit républicain absolu, dès lors qu'on ne tape pas sur des contre-manifestants, comme ça a été fait par les militants de l'association Kiwitas d'ailleurs, lors de la dernière manifestation, petite parenthèse. Mais je souhaite que le chef de l'État, que le gouvernement tienne bon là-dessus, parce qu'on ne va pas passer son temps à reculer dès qu'il y a quelqu'un qui lève le doigt. Alors, le chef de l'État s'est exprimé il y a un instant devant les autorités religieuses, donc un front uni contre le mariage gay à l'Élysée pour la cérémonie des vœux. On n'a pas encore tout à fait le verbatim de ce qu'a dit le chef de l'État, mais d'après son entourage, il devait réaffirmer que c'est le législateur qui décide et non les manifestants. Mais il devait rappeler, évidemment, qu'il fallait laisser toute la place au dialogue. Oui, mais ça c'est comme vient de rappeler mon interlocuteur, c'est la règle de la démocratie. Donc manifeste qui le veut, du moment qu'il ne porte pas atteinte à la liberté de conscience, à la liberté des autres. Mais je voudrais quand même remettre ce débat en perspective. Ce qui est assez inquiétant dans l'évolution de la position de l'Église catholique en particulier, des églises chrétiennes plus généralement, c'est la focalisation sur ce débat sur le mariage pour tous. Alors qu'on indique dans les discours, la plupart du temps, que cette loi va désagréger la société, parce qu'elle va remettre en cause ses fondements, ses bases, etc. Et je voudrais dire, et un témoignage chrétien, on le pense vraiment, que ce qui désagrège la société, c'est pas la loi sur le mariage pour tous, c'est l'existence de 9 millions de pauvres, c'est l'existence de 4 millions de chômeurs, c'est ça qui menace aujourd'hui le lien social. Et je crois que la mission des églises, c'est pas tant de tenir un discours apocalyptique sur le mariage pour tous, c'est d'abord d'insister sur la nécessité de la solidarité, de la fraternité et du renforcement du lien social. Parce qu'il faut quand même raison garder, il s'agit là d'un débat important, certes, qui concerne le mariage pour tous et donc des dizaines de milliers de personnes. C'est légitime. Vous posez des questions, en tant que catholique, vous vous êtes posé des questions quand même sur la légitimité de ces unions? De toute façon, pour prendre position, il faut d'abord se poser des questions. Donc, il faut débattre, il faut entendre. Bien évidemment, j'ai entendu des avis... Est-ce que vous êtes passé par une phase de doute, alors divergents, des avis différents, et donc le débat existe. Mais, en définitive, nous pensons que cette loi permet de reconnaître des personnes, des unions, et de renforcer la possibilité d'exercer, pour ceux et celles qui le veulent, la possibilité de s'unir devant. Vous avez dénoncé il y a un instant, dans l'Église catholique, des gestes et des attitudes qui condamnent, qui rejettent ceux qui se livrent à ces unions ou ces actes contre nature. Vous avez utilisé l'expression. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a de l'homophobie dans l'Église ? De toute façon, l'homophobie, malheureusement, elle est assez répandue dans la société. Il y a beaucoup de sondages qui indiquent qu'il y a une certaine recrudescence ces derniers mois de l'homophobie. Donc, ça peut exister dans l'Église, dans les églises. Alors, pour autant, il faut être très, très juste, les autorités épiscopales condamnent cette homophobie et ça me paraît plus qu'évident et plus que nécessaire, mais il n'empêche que au sein des églises, il y a un chemin énorme à faire pour que ces personnes soient reconnues comme tout baptisé doit l'être. C'est vrai dans toutes les religions, musulmanes et juives également. Bien sûr. Ce matin, interrogé, le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, a répondu ceci à la question « Que diriez-vous à un jeune musulman gay ?» Il a répondu « Je n'ai pas de haine en particulier ». C'est un peu étrange comme réponse.
c'est un peu étrange parce que je pense qu'il y a dans toute religion, et les religions monothéistes en particulier, un principe qui est l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel de toute personne. Et cet accueil est premier, je dirais, c'est le premier commandement. Voilà, c'est ça qui doit être respecté et qui doit être vérifié, pratiqué d'abord. Merci, messieurs. Débat à suivre. Et alors cette fois-ci, avec quand même la présence d'opposants à ce mariage pour tous. Mais ils ont du mal à venir débattre, a priori en tous les cas. Merci à vous. L'Institut de veille sanitaire tire la sonnette d'alarme aujourd'hui en cause l'impact sur la santé de la pollution de l'air dans nos agglomérations. Une enquête européenne fait clairement le lien entre les particules fines, notamment, et les maladies cardiovasculaires. En France, aucune des 9 villes testées ne respecte les normes acceptables. Marseille, Strasbourg ou encore Lille seraient davantage exposées encore aux particules fines. Fabrice Cunet. 7 mois à Marseille, 6 mois à Paris ou encore 3 mois à Toulouse. Si la pollution atmosphérique diminuait dans ces agglomérations, l'allongement de la durée de vie de leurs habitants serait significatif. C'est l'une des conclusions d'une vaste étude européenne. En Île-de-France, la situation s'améliore, mais les niveaux de particules fines dans l'air notamment restent bien au-dessus des seuils acceptables. Les facteurs sont multiples, les mesures à prendre également. Il n'y a pas une mesure qui résoudrait complètement le problème. Donc il faut agir sur les différentes sources, donc essentiellement le trafic routier, également le chauffage urbain, également les activités industrielles. Et c'est tout l'enjeu du plan de protection de l'atmosphère qui est en cours de révision actuellement, de voir justement quelles actions peuvent être prises pour améliorer nettement la qualité de l'air à l'horizon 2020. 2020, horizon lointain, trop lointain pour certains experts et politiques. Dans le collimateur, les voitures diesel notamment, une exception française particulièrement nocive selon les études, qui nécessiterait des mesures radicales. Pour faire en sorte qu'il y ait une autre taxation du gazole. On est le seul pays au monde où ça coûte moins cher alors que ça demande plus de pétrole que l'essence. Donc c'est tout à fait anormal. Par exemple, vous savez, au Japon, c'est interdit. C'est interdit parce qu'on a constaté une telle nocivité. D'autres mesures sont régulièrement évoquées, comme les péages urbains par exemple. Des mesures souvent impopulaires. L'étude européenne a pourtant chiffré le bénéfice économique d'une diminution significative du taux de particules fines, un bénéfice estimé à 5 millions d'euros par an et par agglomération. De quoi au moins faire réfléchir. Réfléchir, on va le faire maintenant avec Thibault Vontron qui est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'association Respire, association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. Il y a beaucoup à faire, donc on meurt prématurément. On meurt prématurément à cause d'une surexposition aux particules fines, donc surtout en ville. Et malheureusement surtout en France. Parce que c'est vrai aussi dans les villes européennes, c'est plus grave chez nous. C'est plus grave chez nous parce qu'on a un parc diesel qui est très important du fait, comme l'a dit Jean-Vincent Placé, d'une taxation qui est avantageuse pour le diesel. Il ne faut pas croire les constructeurs automobiles français quand ils disent qu'ils ont considérablement amélioré les choses et notamment l'émission de gaz nocifs. Ça a été amélioré, oui. C'est clair. Quand on regarde les normes Euro 1, quand on compare Euro 1 et Euro 5, c'est amélioré, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit que le parc automobile a augmenté entre-temps, on peut se dire que c'est peut-être un petit peu compensé. Est-ce que la circulation automobile est la seule à mettre en cause dans cette pollution aux particules fines? Alors pour les particules fines, oui, pour les particules fines, c'est la pollution automobile qui est très majoritairement responsable. Mais il y a d'autres raisons, je ne sais pas, les industries ou peut-être le chauffage, dit-on également. Il y a un petit peu de chauffage urbain, mais c'est vraiment minime. Ce qu'il y a surtout, c'est que on couple d'une certaine manière les émissions polluantes donc en ville et une exposition d'un grand nombre de personnes. Donc vous avez sur un milieu très dense, en région Île-de-France, il y a quoi, 10-12 millions de personnes, beaucoup d'émissions polluantes et beaucoup de personnes. Donc vous avez d'un côté des personnes qui sont touchées par ces émissions polluantes. Donc c'est ça le problème. On ne va pas d'un coup d'un seul interdire le trafic des véhicules diesel. On ne va pas d'un coup d'un seul interdire, mais déjà si on peut mettre au même niveau la TIPP du diesel par rapport à la TIPP essence, ça serait déjà un gros pas. Taxé, c'est pas taxé, c'est juste mettre de manière équivalente. De manière équivalente. Pourquoi est-ce que le diesel est moins taxé alors que il présente plus de risques sanitaires?
Certains disent qu'on est face à un scandale aussi grand que celui, par exemple, de l'amiante. Oui. C'est votre sentiment? Donc aujourd'hui, l'étude AFECOM qui est ressortie, l'étude AFECOM disait qu'il y avait une estimation de 40 000 décès prématurés dus à une surexposition en particules fines. Oui. Quand on compare les actions qui sont prises contre la pollution atmosphérique, donc il y a 40 000 décès dus aux expositions en particules fines, aux actions qui sont prises pour la sécurité routière, il y a quoi, 5, 10 000 décès du fait des accidents de la route. On voit qu'il y a une disproportion entre les actions qui sont prises et les vrais risques. Est-ce qu'il y a, avant d'attendre ces mesures coercitives et collectives que vous réclamez, des gestes individuels qui peuvent nous protéger, nous préserver, je pense qu'il ne faut pas vivre sur le bord du périphérique parisien, par exemple. Mais il ne faut pas vivre, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné oui, à tout le monde. On sait qu'il y a un grand nombre d'écoles qui sont tout à fait. Il y a un grand nombre d'écoles, il y a un grand nombre de stades. Moi, je cours régulièrement, je cours sur des stades près du périphérique. Quand je cours le matin à 7h du mat, c'est l'heure de pointe. C'est un petit peu embêtant. Après ça, vous êtes encore plus un courant que nous et vous le faites pourtant. Je le fais pourtant parce que j'ai envie de courir. Le problème n'est pas ceux qui courent, le problème n'est pas ceux qui courent. Alors, quand on sait que, à peu près 50% des trajets en ville sont sur une distance qui sont inférieures à 3 km, pourquoi est-ce qu'on prend la voiture pour une distance inférieure à 3 km? Est-ce que c'est utile de prendre la voiture pour une distance inférieure à 3 km? Surtout quand on sait qu'on va prendre du temps pour sortir de la place de parking et puis se regarder Parce que demain, derrière. il faudra tous porter un masque en ville. Non, la solution, c'est pas de porter un masque. La solution, c'est de faire qu'il y ait moins de voitures dans les endroits où il y a moins de voitures polluantes et plutôt moins de pollution. Et si les voitures sont la source... Voilà, merci Timo Vaudron donc, pour ces nouveaux seuils d'alerte qui sont communiqués en France particulièrement, mais également toute l'Europe. Elle réclame réparation sur des faits commis il y a plus de 150 ans. Sur ses ancêtres, une Guadeloupéenne assigne en effet l'État français en justice aujourd'hui pour crimes contre l'humanité pendant la période coloniale. Camilla Campusano l'a rencontrée. Déshumaniser, réduire des hommes à l'état de bêtes, les ravages de l'esclavage et de la traite négrière ne passent toujours pas chez Rosita d'Estival. Cette descendante d'esclaves va dans quelques jours assigner l'État français pour crimes contre l'humanité. Plus qu'une action symbolique, elle espère un dédommagement matériel. Je veux collectivement obtenir réparation, c'est-à-dire faire prendre conscience à la société qu'en tant que descendant d'esclaves, je me sens toujours en dehors du corps social de la société française. Une victime contemporaine mise en avant par certaines organisations pour faire pression sur le gouvernement. Une exigence, un fonds pour dédommager les descendants d'esclaves. Il serait financé par une taxe sur les entreprises qui ont bâti leur fortune, notamment sur l'esclavage. Obliger l'État français à se situer sur le terrain politique qui était le sien et à tenir ses promesses. Mais s'il ne veut pas tenir ses promesses sur le terrain politique, il sera obligé de répondre sur le terrain judiciaire. Un bras de fer difficile, l'histoire n'est pas aussi claire. La revendication de réparation me semble ne reposer sur aucun fondement historique fiable. Je ne vois pas très bien qui pourra réparer pour qui, sauf évidemment à considérer que seules les grandes nations occidentales, l'Espagne, la France, le Portugal, l'Angleterre, la Hollande, etc. sont responsables, ce qui est pas complètement faux, mais c'est quand même un raccourci historique. Le Conseil représentatif des associations noires mise sur un effet boule de neige. Il y aurait près de 200 millions de descendants d'esclaves selon l'ONU. Mais donc cette bataille risque d'être très délicate sur le plan juridique. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve à 22h45 pour Phare 3. Notre invité donc Luc Châtel. Bonsoir à tous. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Doc à Doc. Luc Châtel est l'invité de Phare 3. À quelques jours du vote des militants UMP, le candidat à la vice-présidence répondra aux questions de Michel Grossior. Phare 3, ce soir à 22h45 sur Public Sénat. On est libre! On est libre! Comment le parti islamiste Ennahda a-t-il pu remporter la victoire en Tunisie? Le parti Ennahda constitue une menace pour les libertés et pour l'intégration de la Tunisie dans le monde extérieur. De la chute de Ben Ali le 14 janvier aux élections du 23 octobre, le documentaire Tunisie année 0 revient sur les premiers mois de la nouvelle Tunisie.
entre espoir et déception. Tunisie, année 0, samedi à 22 h sur Public Sénat.